Et bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, c'est le rendez-vous le 14 mai 2016, dont nous avons annoncé pour la conférence aujourd'hui. C'était à 14h30 normalement, mais 15h30, excusez-moi, nous l'avons affiché à 15h, mais l'événement, selon le programme, devait commencer à 15h30. Donc là, il est 15h30 et nous commençons cette conférence que nous avons annoncée. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour votre présence et aussi pour votre ponctualité par rapport à l'événement, parce que je continue à recevoir des appels par certaines personnes pour me dire que voilà, ils arrivent, ils ont un petit retard, ils sont en route, mais vu que nous l'avons annoncé commencer à 15h30, nous commençons à 15h30 et ceux qui vont venir vont continuer avec nous. Donc, pour une deuxième fois, je vous remercie pour votre ponctualité et pour être là présent aujourd'hui. L'événement d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est moi qui l'ai organisé avec une initiative que j'ai prise depuis quelques temps. C'est le collectif Agissons, qui est un organisme à but non lucratif, mais cependant qui a une mission qui est celle de l'appui à la démocratie, qui est notre mission principale. Et quand je dis appui à la démocratie, c'est-à-dire nous convergeons toutes les forces qui visent à appuyer des actions qui vont dans le sens de respecter les droits de chaque individu. Je me rappelle bien une fois lorsque j'avais, à l'époque j'étudiais encore et j'avais un cours de développement et citoyenneté. Chacun de nous devrait donner, lors de son travail de fin de l'année, devait donner une définition de la démocratie. On ne voulait pas que nous définissions la démocratie comme le pouvoir du peuple, comme tout le monde le fait. Que chacun de nous devrait prouver qu'il avait très bien compris qu'est-ce que la démocratie. Et moi, je sais très bien, moi je l'avais défini comme la mise à l'application de tous les droits qui reviennent à un individu et tous les efforts fournis dans le sens de rendre ces droits-là réalistes dans la vie d'un individu. C'est-à-dire, c'est un état de droit. Donc, lorsque je dis notre initiative, le collectif Agissons, a un seul but, appui à la démocratie. C'est-à-dire un état de droit, faire respecter le droit. Et donc, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Mais ce n'est pas moi non plus qui allait conduire la conférence. La conférence sera conduite, dirigée par le professeur Emongo, qui est là présent, que je vais inviter. Et c'est lui qui, à partir de maintenant, va continuer la suite du programme. Je vous remercie. J'invite donc le professeur Emongo Lumumba. Je remercie Jean-David de m'avoir, comment dire, impliqué à cette belle aventure. Chaque fois qu'il est question de réfléchir sur le Congo, je suis intéressé. Particulièrement quand il s'agit de réfléchir de manière posée, de manière responsable. Nous sommes dans une très belle salle, dans un beau bâtiment, dans une belle ville, dans un beau pays. Mais ce ne sont pas des injures qui ont construit ce pays. Ce n'est pas l'extrémisme qui a construit ce bâtiment, la pensée. Et donc, moi je suis de ceux, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, qui pensent que la construction du Congo, mais ça passe aussi par la pensée. La pensée n'est pas première par rapport à l'action, la pensée n'est pas extérieure à l'action, on le sait depuis Karl Marx, la pensée éclaire l'action. Et donc, il ne suffit pas pour vous et moi de vouloir que ça change en République démocratique du Congo, notre chère patrie, pour que ça change. C'est ce que nos pères ont voulu, ils ont réussi, ce qu'ils ont pu, l'indépendance est arrivée.
C'est ce que beaucoup d'autres parmi nous ont voulu, création d'un deuxième parti politique à Kinshasa sous Mobutu. C'était impensable, ça a été fait. La conférence nationale souveraine, impensable selon Mobutu, ça a été fait. Beaucoup de gens vont dire, mais la conférence a accouché d'une souris. Non. C'est l'application des résultats de la conférence qui est un échec total. Mais si vous prenez la peine de lire les documents sortis de la CNS, vous serez surpris par la lucidité, par le projet véritable de société qui a été confectionné par des Congolais eux-mêmes. Et je tiens à le souligner particulièrement d'avoir fait une proposition de constitution de la transition. Projet de constitution qui a été traduit en partie en Chiluba. Très peu de gens le savent. Moi, j'ai le document. C'est peut-être ça le début de quelque chose. Comment voulez-vous que je parle à mon père ou à mon grand-père de la Constitution en français, une langue que mon grand-père ne parle pas? Donc, il faut se rapprocher du citoyen et de la citoyenne. Il faut réconcilier l'homme et la femme du Congo avec l'État. L'État en deux mots. N''État. Pas l'État. Parce que l'État, c'est un objet étranger. Mon salaire à l'État ici, la catégorie, vous voyez, c'est pas mon truc. Je n'ai pas à me tuer pour l'État. Non. Je fais ce que je fais, je bouffe ce qu'il faut, puis le reste ne me regarde pas. Mais l'État, vous et moi, nous sommes ici parce qu'il y a l'État. Et je ne vois pas très bien ce que l'État, en deux mots, fait pour que cet état de choses s'arrête. Mais comment l'État peut-il aller à un dialogue avec tous les citoyens pendant qu'une partie du territoire est totalement hors contrôle? Nous parlons de dialogue à Kinshasa pendant que des opposants sont soit arrêtés, soit harcelés, etc. Pendant qu'il y a des prisonniers politiques. C'est un peu ça le Congo sur lequel nous devons réfléchir, non pas seulement par conviction, je pense, mais surtout en nous disant, comme a dit le Patrice Emery Lumumba, personne ne peut suffire à lui tout seul pour construire ce grand Congo. C'était son dernier message enregistré, certainement entre le 13 et le 15 janvier 1961. Alors donc, est-ce que nous commençons avec le témoignage? Il est prévu, m'a-t-on dit, deux moments de cette rencontre. Jean-David Ngazi, que vous connaissez, va ouvrir le feu, si j'ose dire. Il va nous donner un témoignage. Tout à l'heure, j'ai évoqué Béni, j'ai évoqué les arrestations, le harcèlement, etc. Mais voilà, un citoyen congolais qui a vécu tout cela dans sa chair et qui va nous donner une conférence sous forme de témoignage avec, je pense, à l'issue, une petite réflexion là-dessus afin de nous provoquer, de nous inviter à réfléchir non seulement sur des grands principes de l'État, mais sur des choses concrètes qui touchent la femme, l'homme, l'enfant du Congo, y compris quand on peut être couvert, parce qu'on est citoyen canadien, mais une fois qu'on se retrouve au Congo, tout peut basculer. On peut vous faire tabasser par n'importe qui et dire que ce sont des voyous qui l'ont fait. Tout simplement parce qu'ici, vous avez une prise de position pour votre pays. C'est ça la chose qu'il faut retenir. Nous sommes plus en danger dans notre pays qu'à l'étranger. Ça, c'est la contradiction fondamentale. Alors donc, un témoignage de Jean-David Ngazi, qui est, comme il l'a dit tout à l'heure, l'organisateur, le maître d'œuvre de l'événement. Jean-David, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et je n'en ai... beaucoup de gens m'ont demandé, mais pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu n'en as pas parlé? Et ça m'a pris beaucoup de temps pour digérer et comprendre en fait ce que cela a eu sur moi-même, ce que ça fait dans ma propre vie comme être humain. Il y a une chose que le professeur vient d'évoquer ici. Il a parlé qu'on se sent beaucoup plus en sécurité à l'extérieur que dans son propre pays. Et moi, aujourd'hui, je peux le dire oui, je ne le dis pas parce que j'ai été victime d'un... Non, il va rester là,
Puis on prend le téléphone, on appelle le directeur de cabinet. Il a dit, voilà, nous avons un colis. Moi j'étais un colis, on m'appelait un colis. Nous avons un colis qui vient d'arriver et son nom est qu'est-ce qu'on fait avec? C'est là où ils ont reçu l'instruction que non, il faut le mettre au DPK. Pour établir des postes comme on voit à la télé, vraiment des choses, on ne croirait pas être dans un pays et dans un capital. Et qui me dit, non, j'ai payé, je pense, $50. Il m'a dit, puisque tu as payé $50, l'argent que tu as, tu nous laisses ça ici, parce que si tu rentres avec ça, malgré ça, nous allons quand même te mettre à l'intérieur, malgré que tu as payé, mais nous allons te mettre en Angola. Angola, comme ils appellent, parce qu'ils ont Guantanamo, ils ont plusieurs... ils ont Guantanamo, au milieu, il y avait, j'ai oublié, puis il y avait Angola, puis à part Angola, il y avait l'autre qui était pire. Ils m'ont mis alors en Angola. J'arrive là, et là en Angola, on était à 4. C'est vrai que j'ai été un peu brimé, comme d'habitude, j'arrive là, il n'y avait pas d'électricité premièrement. Comment vous pouvez mettre des prisonniers ou des gens dans une cellule où il n'y a pas d'électricité? Il n'y a pas d'électricité, tout est noir, puis il y a trois hommes qui dorment par terre, là, sur le carton et tout. On ne voit presque rien. Puis juste pour traverser le couloir pour se rendre à notre cellule, sans exagérer, donc nous traversions de flaques des excréments. Parce que tout au long du couloir, ils ont des urinoirs, puis excusez-moi, des urinoirs et des toilettes qui ne fonctionnent plus, dont on voit tout ça là, les excréments, l'eau et tout qui longe le couloir, puis on devait peut-être un peu marcher de gauche-droite pour trouver son chemin, puis on ne peut même pas respirer dans ces cellules-là. Donc, lorsque nous parlons des prisonniers même politiques ou des prisonniers détenus dans notre pays, et lorsque les gens ici à l'extérieur militent, oui, des fois nous militons, c'est bien, mais lorsque vous vivez ces choses et vous comprenez dans quelles conditions ces gens-là sont gardés, c'est là où vous comprenez que voilà, nous nous trouvons face... On ne sait plus si, comme a dit un philosophe, l'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est vraiment nous. C'est nous, les Congolais au Congo, qui agissons comme ça. Donc, nous nous détruisons nous-mêmes. J'arrive, je rentre dans ma cellule, puis celui qui était là, c'était un lieutenant ou un capitaine qui était aussi un des policiers de la DPK, qui a été arrêté parce qu'il avait voulu faire échapper 2 prisonniers, moyennant 250 ou $300. Puis voilà. Lui, il était par terre, il y avait 2 de ses lieutenants aussi qui ont été arrêtés. Lorsque je rentre, il me dit ah, Mbote, Boni, ça va. Yo, Bikoda, Basoda. Je dis oui. Yo, où tu es? Tu viens d'où, toi? Je dis non, mais je suis de Kinshasa. Je voulais aller en Turquie. Puis mon visa n'a pas fonctionné. Je dis en lingala, n'a pas fonctionné. Bon, Bakanyinga, Bazon Singa. En Yungwakina, Nana Bamasta Kune et tout. Mais Yo, Vana Basoda. Lève-toi un peu, on va te voir. Lève-toi, on va te regarder là. Je dis pardon. Lève-toi là, on rigole pas, téléma. Là directement, là, je vois des gens qui changent carrément, puis ils voulaient me baptiser, comme on dit chez nous, là, me brimer un peu, puis ils l'ont fait, puis dans le noir, là, je ne pouvais rien faire. J'ai tout laissé, ils m'ont baissé le pantalon, sans slip, ils m'ont enlevé la chemise, puis ils me regardaient, tournez, puis l'autre, là, il y avait 2 là, assez costauds. Puis non, mais par après, on était devenus des très bons amis, puis c'était des gens de qui je me servais pour envoyer aller m'acheter quelque chose, parce qu'ils étaient des prisonniers, ils étaient des militaires, mais ils se permettaient de sortir, ils le revenaient, ils allaient dans le... C'était vraiment un désordre total. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai passé 23 jours à la DPK, j'ai dormi là pendant au moins 2 ou 3 fois à l'intérieur, puis par après je dormais dans un bureau. Et à 5 h du matin, on devait me sortir du bureau, parce que les employés venaient. Et vers 23 h, je restais toute la journée là dehors, sur le banc, puis tout le monde me connaissait, me voyait, et les jeunes filles.
et une pratique assez ignoble, assez grave qui se passe au Congo. C'est que toutes ces cellules-là, par exemple, en réalité, ce sont des cellules comme Guantanamo, la première cellule, c'est tel le cas pour les autres cellules. Ce sont des cellules à une capacité, je dirais peut-être de 15 à 20 personnes. Mais dans ces cellules-là, nous avions 60, 80, puis 80 là, ce sont de jeunes. Et on se pose d'où viennent ces jeunes. Ces jeunes, en réalité, la plupart, ce sont des jeunes qui viennent de pays africains, qui veulent traverser par le Bas-Congo pour aller en Angola. On les arrête par le service d'immigration, et du Bas-Congo, on les amène jusqu'à Kinshasa, et on le met directement là-bas. Et ces jeunes, comment ça fonctionne lorsqu'ils sont en prison? Il y avait tellement de ces jeunes, lorsqu'ils sont en prison, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent contacter leur famille à Kinshasa, mais ils n'ont pas le droit de téléphoner. Leur famille plutôt dans leur pays, mais ils n'ont pas le droit de téléphoner. Non seulement ils n'ont pas le droit de téléphoner, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent au DPK, vous voyez les gens impayés qui disent qu'ils sont impayés depuis très longtemps, mais vous regardez comment ces gens-là vivent, dépensent de l'argent, vous vous étonnez. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire ils exploitent ces enfants-là. Mettons si un prisonnier veut appeler son père ou sa mère ou sa famille, il ne va pas payer le policier qui est là avec son cellulaire. Ils vont partager la somme qu'on va lui envoyer. Mais lorsqu'ils vont partager, lui il va prendre 60 à 80%. Donc, ou mourir là, vous mangez à 23 h, où ils font juste le riz, à 23 h avec le pichard à tomates, là on donne, puis ils préparent la nuit à 23 h, je le voyais tout le jour manger à 23 h. Et un autre Mamadi, que je n'oublierai pas, c'est ça la vie en fait, qui était leur cuisinier, un jeune de 16 ans, qui préparait avec son équipe, il mangeait genre à 23 h. C'est-à-dire, si une famille envoyait 100 $ à leur fils qui est emprisonné à l'étranger, vous savez les parents, j'ai un fils qui est à l'étranger, puis il est emprisonné, je lui ai envoyé 100 $, le prisonnier il est en prison, il ne peut pas prendre cet argent. C'est le militaire qui va aller chercher de l'argent pour le prisonnier, les détenus, et qui va prendre le 60 $, 60% qu'il doit prendre, il met dans sa poche. Les 40% qui restent, soit 40 $, je garde pour toi, parce que toi, tu es en prison, tu ne peux pas garder l'argent et je gère pour toi. Et c'est comme ça qu'il faisait avec tous les prisonniers. Et quand j'ai vécu tout ça, j'ai compris, voilà, la situation était tellement dramatique, ça traînait. Et 3 jours après, je viens de le conseiller, je regarde toujours là, hein, parce que à 16h15, M. Denon doit prendre la parole. Et 3 jours après, c'est un conseiller juridique qui vient me rencontrer. 3 jours après, je ne rencontrais personne. C'est le conseiller juridique qui vient me rencontrer. C'est un monsieur avec qui je sympathise maintenant, qu'on parle très bien. Un monsieur très... vous savez, c'est vraiment une personne... C'est comme s'il est pris dans un jeu. Une personne logique, une personne vraiment posée, stable, mais il se retrouve dans une situation où il n'a pas le choix. Et comment, lorsqu'on l'a envoyé, il est venu avec un jeune qui était ici, disons un ami, Freddy, qui vivait à Toronto, qui aujourd'hui travaille à la DGM. Et c'est lui qui a fait pression pour qu'on envoie le conseiller juridique pour venir me rencontrer avec mon dossier. Il vient envoyer, mais il ne sait même pas la raison pour laquelle je suis là. Il dit, mon petit, franchement, pour te dire, je ne sais pas pourquoi tu es là, mais tu es là, je vais t'entendre sur PV, comme ils font d'habitude. Ouais, là, il m'a entendu sur PV, il a dit, moi, je ne vois pas pourquoi. Ils ne t'ont même pas dit pourquoi ils t'ont arrêté. Non, je ne vois pas pourquoi. Moi, j'ai fait mon travail, je vais aller soumettre, puis on verra ce que ça donnera. Je reste là. Une semaine après, on vient me chercher par une 4x4 de policiers qui m'amène maintenant au siège, à leur bureau, pour rencontrer le conseiller politique. Le conseiller politique, j'arrive dans son bureau. Il était là dans un bureau de monsieur, d'apparence très honnête et très posé, qui appelle, mais vous pouvez amener la chose, quelque chose comme ça. Je vois un sujet peut-être libano-pakistanais qui rentre avec un ordinateur portable et puis qui met là sur la table.
non, il va rester là. Puis on prend le téléphone, on appelle le directeur de cabinet. Il a dit, voilà, nous avons un colis. Moi, j'étais un colis, on m'appelait un colis. Nous avons un colis qui vient d'arriver, et son nom est qu'est-ce qu'on fait avec? C'est là où ils ont reçu l'instruction que non, il faut le mettre au DPK. Pour établir des postes comme on voit à la télé, vraiment des choses, on ne croirait pas être dans un pays et dans un capital. Et qui me dit, non, j'ai payé, je pense, 50 $. Il m'a dit, puisque tu as payé 50 $, l'autre, l'argent que tu as, tu nous laisses ça ici, parce que si tu rentres avec ça, malgré ça, nous allons quand même te mettre à l'intérieur, malgré que tu as payé, mais nous allons te mettre en Angola. Angola, comme ils appellent, parce qu'ils ont Guantanamo, ils ont plusieurs... ils ont Guantanamo, au milieu, il y avait, j'ai oublié, puis il y avait Angola, puis à part Angola, il y avait l'autre qui était pire. Ils m'ont mis alors en Angola. J'arrive là, et là en Angola, on était à 4. C'est vrai que j'ai été un peu brimé, comme d'habitude, j'arrive là, il n'y avait pas d'électricité premièrement. Comment vous pouvez mettre des prisonniers ou des gens dans une cellule où il n'y a pas d'électricité? Il n'y a pas d'électricité, tout est noir, puis il y a trois hommes qui dorment par terre, là, sur le carton et tout. On ne voit presque rien. Puis juste pour traverser le couloir pour se rendre à notre cellule, sans exagérer, donc nous traversions de flaques des excréments. Parce que tout au long du couloir, ils ont des urinoirs, puis excusez-moi, des urinoirs et des toilettes qui ne fonctionnent plus, dont on voit tout ça là, les excréments, l'eau et tout qui longe le couloir, puis on devait un peu marcher de gauche-droite pour trouver son chemin, puis on ne peut même pas respirer dans ces cellules-là. Donc, lorsque nous parlons des prisonniers même politiques ou des prisonniers détenus dans notre pays, et lorsque les gens ici à l'extérieur militent, oui, des fois nous militons, c'est bien, mais lorsque vous vivez ces choses et vous comprenez dans quelles conditions ces gens-là sont gardés, c'est là où vous comprenez que voilà, nous nous trouvons face... On ne sait plus si, comme a dit un philosophe, l'homme est un loup pour l'homme. Ça, c'est vraiment nous. C'est nous, les Congolais au Congo, qui agissons comme ça. Donc, nous nous détruisons nous-mêmes. J'arrive, je rentre dans ma cellule, puis celui qui était là, c'était un lieutenant ou un capitaine qui était aussi un des policiers de la DPK, qui a été arrêté parce qu'il avait voulu faire échapper 2 prisonniers, moyennant 250 ou 300 $. Puis voilà. Lui, il était par terre, il y avait 2 de ses lieutenants aussi qui ont été arrêtés. Lorsque je rentre, il me dit ah, Mbote, Boni, ça va. Yo, Bikoda, Basoda. Je dis oui. Yo, où tu es? Tu viens d'où, toi? Je dis non, mais je suis de Kinshasa, je voulais aller en Turquie, puis mon visa n'a pas fonctionné, je dis en lingala, n'a pas fonctionné, bakanyinga bazon singa. En yunga kina, nana ba master kune tout, mais yo vena la soda. Lève-toi un peu, on va te voir, lève-toi, on va te regarder là. Je dis pardon, lève-toi là, on rigole pas, téléma. Là directement, là, je vois des gens qui changent carrément. Puis ils voulaient me baptiser, comme on dit chez nous, là, me brimer un peu. Puis ils l'ont fait. Puis dans le noir, là, je ne pouvais rien faire. J'ai tout laissé. Ils m'ont baissé le pantalon, sans slip, ils m'ont enlevé la chemise. Puis ils me regardaient, tournez. Puis l'autre, là, il y avait 2 là, assez costauds. Puis non, mais par après, on était devenus des très bons amis. Puis c'était des gens de qui je me servais pour envoyer aller m'acheter quelque chose, parce qu'ils étaient des prisonniers, ils étaient des militaires, mais ils se permettaient de sortir, ils revenaient, ils allaient dans le... C'était vraiment un désordre total. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai passé 23 jours à la DPK, j'ai dormi là pendant au moins 2 ou 3 fois à l'intérieur, puis par après je dormais dans un bureau. Et à 5 h du matin, on devait me sortir du bureau, parce que les employés venaient. Et vers 23 h, je restais toute la journée là dehors, sur le banc, puis tout le monde me connaissait, me voyait, et les jeunes filles.
et une pratique assez ignoble, assez grave qui se passe au Congo. C'est que toutes ces cellules-là, par exemple, en réalité, ce sont des cellules comme Guantanamo, la première cellule, c'est tel le cas pour les autres cellules. Ce sont des cellules à une capacité, je dirais peut-être de 15 à 20 personnes. Mais dans ces cellules-là, nous avions 60, 80, puis 80 là, ce sont de jeunes. Et on se pose d'où viennent ces jeunes. Ces jeunes-là, en réalité, la plupart, ce sont des jeunes qui viennent de pays africains, qui veulent traverser par le Bas-Congo pour aller en Angola. On les arrête par le service d'immigration, et du Bas-Congo, on les amène jusqu'à Kinshasa, et on le met directement là-bas. Et ces jeunes, comment ça fonctionne lorsqu'ils sont en prison? Il y avait tellement de ces jeunes, lorsqu'ils sont en prison, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent contacter leur famille à Kinshasa, mais ils n'ont pas le droit de téléphoner. Leur famille plutôt dans leur pays, mais ils n'ont pas le droit de téléphoner. Non seulement ils n'ont pas le droit de téléphoner, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent au DPK, vous voyez les gens impayés qui disent qu'ils sont impayés depuis très longtemps, mais vous regardez comment ces gens-là vivent, dépensent de l'argent, vous vous étonnez. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire ils exploitent ces enfants-là. Mettons si un prisonnier veut appeler son père ou sa mère ou sa famille, il ne va pas payer le policier qui est là avec son cellulaire. Ils vont partager la somme qu'on va lui envoyer. Mais lorsqu'ils vont partager, lui il va prendre 60 à 80%. Donc, ou mourir là, vous mangez à 23 h, où ils font juste le riz, à 23 h avec le pichard à tomates, là on donne, puis ils préparent la nuit à 23 h, je le voyais tout le jour manger à 23 h. Et un autre Mamadi, que je n'oublierai pas, c'est ça la vie en fait, qui était leur cuisinier, un jeune de 16 ans, qui préparait avec son équipe, il mangeait genre à 23 h. C'est-à-dire, si une famille envoyait 100 $ à leur fils qui est emprisonné à l'étranger, vous savez les parents, j'ai un fils qui est à l'étranger, puis il est emprisonné, je lui ai envoyé 100 $, le prisonnier il est en prison, il ne peut pas prendre cet argent. C'est le militaire qui va aller chercher de l'argent pour le prisonnier, les détenus, et qui va prendre le 60 $, 60% qu'il doit prendre, il met dans sa poche. Les 40% qui restent, soit 40 $, je garde pour toi, parce que toi, dans la prison, tu ne peux pas garder l'argent et je gère pour toi. Et c'est comme ça qu'il faisait avec tous les prisonniers. Et quand j'ai vécu tout ça, j'ai compris, voilà, la situation était tellement dramatique, ça traînait. Et 3 jours après, je viens de le conseiller, je regarde toujours là, hein, parce que à 16h15, M. Denon doit prendre la parole. Et 3 jours après, c'est un conseiller juridique qui vient me rencontrer. 3 jours après, je ne rencontrais personne. C'est le conseiller juridique qui vient me rencontrer. C'est un monsieur avec qui je sympathise maintenant, qu'on parle très bien. Un monsieur très... vous savez, c'est vraiment une personne... C'est comme s'il est pris dans un jeu. Une personne logique, une personne vraiment posée, stable, mais il se retrouve dans une situation où il n'a pas le choix. Et comment, lorsqu'on l'a envoyé, il est venu avec un jeune qui était ici, disons un ami, Freddy, qui vivait à Toronto, qui aujourd'hui travaille à la DGM. Et c'est lui qui a fait pression pour qu'on envoie le conseiller juridique pour venir me rencontrer avec mon dossier. Il vient envoyer, mais il ne sait même pas la raison pour laquelle je suis là. Il dit, mon petit, franchement, pour te dire, je ne sais pas pourquoi tu es là, mais tu es là, je vais t'entendre sur PV, comme ils font d'habitude. Ouais, là, il m'a entendu sur PV, il a dit, moi, je ne vois pas pourquoi. Ils ne t'ont même pas dit pourquoi ils t'ont arrêté. Non, je ne vois pas pourquoi. Moi, j'ai fait mon travail, je vais aller soumettre, puis on verra ce que ça donnera. Je reste là. Une semaine après, on vient me chercher par une 4x4 de policiers qui m'amène maintenant au siège, à leur bureau, pour rencontrer le conseiller politique. Le conseiller politique, j'arrive dans son bureau, il était là dans un bureau de monsieur, d'apparence très honnête et très posé, qui appelle, mais vous pouvez amener la chose, quelque chose comme ça, je vois un sujet peut-être libano-pakistanais qui rentre, avec un ordinateur portable, et puis qui met là sur la table.
qui une vidéo. Ils vont regarder, c'est lui, et je me rappelle bien de la vidéo, c'est la vidéo avec la conférence de Caméré, ici au centre-ville. Je ne sais pas, il y a des gens peut-être qui se rappellent de cette vidéo-là où l'ordre a été troublé durant la conférence de Caméré. Ils ont regardé la vidéo au complet. Puis je posais la question, mais tel monsieur, tu connais tel monsieur? Je dis non, je ne connais pas. Là, il me pose des questions sur des enquêtes, il dit on va arrêter ça là. Il me laisse encore une semaine. Au bout d'une semaine, on me rappelle encore par le conseil politique. Là maintenant, il me dit, ben voilà, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi nous vous avons arrêté. En fait, sur base de tous ces éléments, nous jugeons, nous vous arrêtons. Ça, c'est le seul crime que j'ai pu retenir pour l'outrage au chef de l'État. Bon, ça c'était fort, parce que j'ai outrage au chef de l'État. Le chef de l'État est au Congo, puis nous avons riposté, nous avons manifesté contre une conférence qui s'est tenue à Montréal, et vous me sortez la vidéo d'un opposant, et vous dites, voilà, ce sont le groupe de gens qui troublent ou qui menacent les autorités lorsque les autorités viennent à l'étranger. Donc, outrage au chef de l'État et beaucoup de chefs d'accusation. Ok, elle a dit, ok, donc pour cela, on va encore vous recontacter de nouveau. Puis quelques jours après, c'est alors qu'on est venu me chercher au DPK pour m'emmener maintenant à l'ANER où j'avais fait 3 semaines, 21 jours exactement. À l'ANER, là j'arrive, on m'amène dans une, j'arrive, on me contrôle, tout ça, ok ça va, le collier est là, on me met dans une chambre qui était bien quand même climatisée avec un split, avec un gros matelas, et tout, j'ai dit waouh, ça va quand même, mais normalement c'est l'ANER qui devait être beaucoup pire, plus pire que d'autres prisons, tout ça, mais comment ça l'ANER, j'ai un split, j'ai un gros matelas, puis on était seulement à 3 dans la chambre, donc vraiment c'était une prison, une cellule de prison, mais c'était quand même, voilà. J'ai dit, waouh, je reste. Avec toi, on sympathise avec les 3 personnes qui étaient là. À 23 h, on vient me chercher de la cellule. Monsieur Ngazi, allez, prends tes affaires. En une journée, wow, ça va vite, hein, parce que là, on avait appris que lorsqu'on t'appelait comme ça, c'est sûr que tu partais. J'avais 23 h, prenez vos affaires. Et c'est là où on me prend. Là, je vais arrêter dans 6 minutes pour permettre à messieurs Desnaux de continuer. C'est là où on me prend, on m'amène dans une cellule, je ne sais pas pourquoi, à Guantanamo. Mais là, c'était Guantanamo de l'ANER, au centre-ville. Et là, c'était avec, j'arrive, juste un détail, lorsque j'arrivais à l'ANER, il y avait 3 jeunes qui sortaient de l'ANER qu'on libérait. À 23 h, lorsqu'on m'amène à l'autre cellule, j'arrive à la cellule à Guantanamo, c'était une cellule remplie de militaires, de jeunes de M23 et de Rwandais, qui étaient devenus, dans ces cas d'espèce-là, mes petits de l'ANER, mais je comprends, ils étaient respectueux, tout ça, mon vieux, je leur donnais tout ça. Mais lorsqu'on m'amène là, c'est là où je me range, j'arrive, ils étaient en train de prier lorsque je suis arrivé. Ils chantaient très fort les chansons, là, ils priaient très fort. Ça là, c'est quand même paradoxal. Ils priaient tellement fort, ils chantaient, j'arrive là, je rentre, j'étais un peu comme, je regardais, ils priaient fort, ils étaient torse nu avec des culottes. Et là, disons, soi-disant pasteur, il était dans une autre cellule, mais il y avait comme un petit trou carré, et lui, il pouvait voir, il pouvait te parler, puis... Et lorsqu'après 15 minutes, au bout de 15 minutes, c'était la fin de la prière, il a même prêché, c'était la fin de la prière. Dès que la prière, le culte a pris fin, c'est que je vous dis la vérité, le pasteur déballe son joint, les chanvres, comme on l'appelle, puis il distribue avec les autres qui étaient dans la cellule, et il commence à fumer pendant qu'on était là. Il fumait, puis on a dit, oh viens, tu vas parler au capitaine.
Ah, bonjour, toi tu viens d'arriver, toi tu viens d'où? Ben là je disais non, je suis du Canada, on m'a arrêté parce que j'ai manifesté contre ça, contre ça. Ah oui, moi si j'ai de la famille au Canada, je connais des gens au Canada et tout, moi je suis capitaine, j'ai été arrêté à l'Est, je suis ici et tout. Là en train de fumer le chanvre, là, la fumée sur mon visage et je le respirais et tout. Je reste là, on parle, puis là j'ai croisé un monsieur qui était le père de jeunes que j'ai vu être libérés. En fait, le monsieur était le monsieur de MLC. Les gens de l'ANER étaient venus arrêter le monsieur, sa femme et ses 3 enfants, c'est-à-dire toute la famille. Et quand je suis parti, j'ai laissé le monsieur et la femme en prison, et les 3 enfants, c'est des adultes, ont été libérés après 12 mois. 12 mois. 12 mois. Ça, c'est encore moins pire, parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé, j'ai dit, je parlerai toujours de M. Ambumba, qui était de la Pareco, et qui vivait à Bruxelles, qui est allé à Kinshasa lorsque Kabila a fait l'amnistie, non, on va amnistier les gens qui sont à la diaspora, tout ça, lors de concertation, venez, vous ne serez pas arrêtés. M. Ambumba est arrivé à Kinshasa. Lorsqu'il a posé ses pieds à l'aéroport, il a été arrêté. Il a fait 12 mois. Il a fait 12 mois à l'ANER. Quand je suis arrivé, je le trouvais là. Il s'est subi. Il était dans son appartement tout seul. Et on se voyait là, on commençait à parler. Puis mon voisin, c'était l'autre, l'ex-ministre du Plan, le ministre du Plan, dont le nom m'échappe, avec qui j'étais devenu aussi ami, qui avait déjà passé 15 mois quand je suis arrivé à l'ANER. Et tous ces gens-là n'ont jamais été jugés. N'ont jamais été jugés. Et une chose qui est une évidence, une chose qui est à Kinshasa, c'est qu'au niveau de l'ANER, les députés n'entrent pas à l'ANER. Donc, si vous dites que vous êtes député, vous voulez aller à l'ANER, on va vous arrêter. Le sénateur n'entre pas à l'ANER, et ce que je vous dis, c'est vrai. Puis un avocat, j'avais un avocat, les avocats n'entrent pas à l'ANER. Tu ne vas pas aller représenter ton client et aller arrêter à l'ANER. Donc, ces 3 catégories de gens n'entrent pas. Donc, lorsque vous êtes pris par l'ANER, c'est l'ANER de décider qu'est-ce qu'il fait de vous. Et vous ne mangez que la nourriture de l'ANER. Et moi, j'ai eu, je ne vais pas le cacher, j'ai eu quand même ces privilèges-là parce que je crois que on venait me voir ici par le conseil qui venait me voir tout le temps, qui est venu quand même me voir assez souvent au niveau de l'ANER. Mais une chose, c'est que je connaissais mon voisin de la maison, ma maison là où j'habite, à Binza, mon voisin directement, là c'est M. Caleb. Donc c'est vraiment un papa, où on l'appelle papa, et tout, direct, qu'on voit souvent, qu'on connaît déjà, qui est déjà là. C'est vraiment mon voisin, quand je sors de chez moi, la porte d'après, là quand je sors, c'est vraiment là. Et c'est lui, pour dire tout simplement, c'est avec la volonté d'une seule personne qu'au Congo, tu peux soit vivre, soit mourir. Donc, pour ne pas aller plus loin, donc jusqu'à ce que je sois libéré, je vais arrêter ça là et redonner la parole au professeur Lumumba, parce que M. Denon est là aussi, parce qu'il faudrait que nous terminions à temps. Je vous remercie.